J'ai toujours rêvé qu'un jour on m'annonce « Madame Wassine, on a trouvé la personne. C'est bon, on a le coupable. » Une personne est décédée, une autre se dit « Il y a un monsieur qui m'a pris et puis on ne sait pas qui c'est. » Et puis nous qui sommes là sans savoir qui est cette personne. Quand on entend les propos d'un juge qui dit au téléphone « Ah, c'est l'affaire qui ne va pas aboutir », pourquoi? Il y a eu des ratés. Moi, je suis sûr, déjà vu que le rapport d'enquête, j'ai pas tout, mais je lis, déjà je vois des trucs qui ont été faits logiquement. Il y a eu des ratés, puis après ça a été un chaînon de ratés. Le dimanche 7 juillet 2002, Youssef Wassine est mort à ce carrefour de Sartrouville en essayant d'arrêter une voiture Renault Scénic. Il soupçonnait le conducteur d'avoir, quelques minutes plus tôt et au même endroit, enlevé sa fillette de 5 ans, Alissa. Youssef Wassine a été violemment projeté, tête la première, sur la base de ce poteau. Le conducteur de la Scénic a pris la fuite et a disparu. À ce jour, il n'a jamais été retrouvé, ni même identifié. Nous allons tenter de comprendre les raisons de cet échec. En septembre 2007, le juge d'instruction annonce son intention de clore le dossier, faute d'éléments permettant de retrouver le conducteur de la Scénic. C'est une nouvelle étape du bras de fer qui oppose dorénavant la famille Wassine à la justice. Donc c'est une lettre qu'on a reçue du cabinet du juge d'instruction de Versailles, du 19 septembre 2007. Il est dit qu'en application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, je vous avise que l'information me paraît terminée et qu'à l'issue des délais prévus par cet article, l'ordonnance de règlement pourra être rendue, conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale, au regard des réquisitions du ministère public et des observations qui m'auront été adressées par les parties. Le juge d'instruction. Donc ça on l'a reçu le 19 septembre. Là, c'est un échec. C'est-à-dire, en gros, la lettre, si je lis entre les phrases, en gros, c'est comme si il me disait Monsieur Wassine, ça fait 5 ans, on a travaillé sur votre affaire, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour eux. En gros, on n'a pas trouvé ni la voiture, ni le coupable. Je suis désolé pour vous, votre nièce a été enlevée, votre frère est décédé des suites de l'enlèvement, vous faites votre deuil, et puis au revoir. Non, certainement pas. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, Mohamed Wassine revient souvent devant cet immeuble, aujourd'hui en rénovation, où habitait son frère Youssef. L'appartement, il était là, puis deux fenêtres là, la ronde. Et là, l'entrée, c'était sous le porche, mais c'était pas comme ça, c'était autre. Sous le porche, on accédait à l'autre parking derrière. Le 7 juillet 2002 est un dimanche. Il fait chaud. Le quartier des Quatre Chemins est presque désert. L'immeuble des Wassine est situé au fond de la rue de Tannes. Les voitures ne peuvent aller plus loin et pour repartir, doivent faire un demi-tour. Mon mari était au travail. Je recevais des amis de l'Oise qui avaient 2 filles, une de 7 ans et une de 5 ans. Et on était passés à table, les enfants ont voulu sortir dehors. Donc ils ont pris vélo et trottinette. On leur a demandé de rester devant, puisque moi j'habitais un premier étage, où on avait vue sur la place. Ma petite a joué là avec ses 2 camarades. Le Scénic est arrivé du bout de la rue, il est arrivé. Il est rentré, il a longé, il n'y avait pas les barrières là. Il a longé là, ici, il s'est arrêté à peu près par là, il s'est approché quand même assez près quand même. Le conducteur descend du véhicule sans trop s'en éloigner. C'est la seule fois où il apparaîtra hors de sa voiture, ce qui permettra d'en dresser un signalement assez précis. 1m80, les cheveux très courts, grisonnants sur les côtés, là, sur les côtés.
Stature athlétique, pas fin, stature assez athlétique. Et pas de lunettes, pas de signe particulier, on va dire. Il s'est approché des enfants avec des bonbons. La petite l'a suivi, c'est la seule qui a suivi. Il ne l'a pas appelé par son nom ni autre. Il ne l'a pas forcé à monter dans la Scénic. Elle est montée dans la Scénic à l'arrière. Lui, il est remonté dans la voiture et il est ressorti comme il est arrivé. Et c'est à partir de là que, en gros, le drame a commencé. La Scénic repart en remontant la rue de Thann en direction du carrefour de la rue de Chatou. Les fillettes ne voyant plus Alissa, elles en déduisent que leur amie est montée à bord de la voiture qui disparaît au loin. D'un seul coup, il y a la fille plus âgée de mon amie qui nous a appelés en disant qu'Alissa était partie avec un monsieur. Donc je suis descendue dehors sans chaussures parce que ma fille partir avec un monsieur, c'était pas dans ses habitudes. J'ai remonté la rue de Chatou, j'ai été jusqu'à la rue de la Croix-Malard, pieds nus en courant, pour voir où était, on nous a dit une voiture grise, donc je cherchais une voiture grise. Je suis revenue chez moi, j'ai appelé la police. L'appel parvient au commissariat de Sartrouville à 14h15. C'est le premier repère horaire du drame. Là, la police m'a demandé si j'étais divorcée, si c'était pas mon mari qui avait pris ma fille. Et j'ai expliqué à la police que mon mari était en train de travailler, donc je leur ai raccroché au nez, puisque de toute façon, ils ne m'écoutaient pas. Pour moi, ils ne m'écoutaient pas, et j'étais donc dans la panique. Les policiers réagissent pourtant rapidement. Un véhicule de patrouille est envoyé rue de Thann, chez les Wassine. La police est arrivée, ils ont pris une photo d'Alissa aussi, ils sont partis. À cette heure-là, Youssef Wassine travaille encore dans son bar, situé à Sartrouville, dans le quartier voisin du Vieux Pays, à moins de 2 km de son domicile. Il ignore encore tout de la disparition de sa fille. Mon voisin m'a demandé d'appeler mon mari au travail, et je lui ai expliqué que sa fille avait été enlevée par une personne qu'on ne connaissait pas. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. En plus, j'étais là ces jours-là. On devait jouer aux fléchettes et il est parti de un coup. Je n'ai pas compris, on est parti derrière après, mais c'était trop tard. Youssef quitte les Platanes en moto, sans casque. Il est presque 14h30. Il roule à toute vitesse vers la rue de Thann, qu'il atteint en quelques minutes. Lui, il est monté en moto du café jusqu'ici. Donc il est arrivé, lui aussi, il est arrivé par là. Le temps qu'il arrive, il voit sa femme, elle lui explique ce qui se passe. De là, elle a dû lui dire certainement que c'était un monospace, ou les gens lui ont dit que c'était un monospace gris. Et lui, de rage, repart, mais il ne repart pas dans ce sens-là. Il repart dans ce sens-là. À l'ouverture, ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil. Il repart dans ce sens-là. Après, on ne l'a plus jamais revu. Personne, en effet, ne croisera plus la route de Youssef et de sa moto, parti à la recherche de sa fille et d'une voiture grise dans les rues du quartier. Personne n'a su qu'il s'agissait d'un Scénic. Juste la fille de mon ami, qui était présente et qui nous a décrit la voiture comme sa sœur elle avait à l'époque, c'était un Picasso. Mais elle a dit, ce n'est pas un Picasso. Donc personne connaissait le type de voiture. Moi-même, je savais que c'était une voiture grise. Si elle était foncée ou claire, je ne savais pas. 20 minutes après l'enlèvement, un événement totalement inattendu se produit. La Scénic revient sur les lieux. Elle s'immobilise à l'entrée de la rue de Thann, devant l'école maternelle. Il y a une témoin qui était assise sur des plots qu'il y avait à l'époque. Ici, il y avait des plots. La seule qui était devant, mais qui était au courant de l'enlèvement. Elle voit la petite revenir de loin, la petite Alissa, qui marche tranquillement, d'ailleurs, sans être affolée. Elle marche tranquillement, elle la récupère et elle appelle sa mère qui était sous le porche. Ils reviennent et ils récupèrent la petite. Entre-temps, la témoin dit bien que le véhicule se rapproche au Poney Club, à peu près à la hauteur du Poney Club, refait demi-tour et s'en va tranquillement. On ne sait toujours pas de quelle direction il a pris. Donc à ce moment-là, toujours pas mon frère. Il n'est pas dans le secteur. Après son demi-tour, la Scénic remonte une nouvelle fois la rue de Thann et disparaît de nouveau au carrefour. On m'a dit, Alissa est là. Effectivement, Alissa arrivait toute seule. J'étais contente, c'était un soulagement. J'ai retrouvé ma fille. Il faut qu'on prévienne absolument Youssef pour dire, tiens, on a retrouvé la petite, il faut arrêter de chercher.
Le portable ne fonctionnait pas, parce que j'ai essayé sur le portable. Au retour de la petite Alissa, nul ne voit Youssef Wassine dans les parages. Il n'a donc pas pu repérer l'agresseur de sa fille à cette occasion. Pourtant, quelques instants plus tard, il revient rue de Tannes. Nous, on est sûr aujourd'hui par rapport au rapport d'enquête, et les témoins d'ailleurs, que mon frère arrivait de là-bas, sous le Porsche. Il a dû traverser le parking qui est derrière, il est passé sous le Porsche, il est venu tout droit par là, en moto. Il a filé droit en moto. Et c'est là qu'il a croisé le Scénic au croisement. À ce moment, un nouvel événement inexplicable survient. La Scénic revient une troisième fois sur les lieux, par la rue de Chatou cette fois, en direction du carrefour. La moto de Youssef et la Scénic se rencontrent au croisement des deux rues, à quelques mètres de l'endroit où le ravisseur vient de libérer la petite Alissa, devant l'école qui fait l'angle des deux rues. Un seul témoin assiste à l'accrochage. J'étais stoppé au feu rouge en fait. J'attendais tout tranquillement. Quand je regarde dans mon rétroviseur, je vois une moto qui arrive du côté gauche, là-bas, au fond de la rue, et qui percute une voiture qui venait dans le même sens que moi. Il arrive ici et la moto arrive là. À ce niveau-là, à peu près, la moto est lâchée. Mon frère s'agrippe à la voiture qui passe ici. Donc la faible allure parce qu'il y a les dos d'âne. Et j'ai déjà passé plein de fois pour voir la vitesse, on ne peut pas passer au-delà de 30, impossible. Et l'avant gauche de la voiture tape les pots de fleurs. Et là, à ce moment-là, la voiture perd cette fameuse pièce, le pare-boue, par terre. Donc on le retrouve par là, le pare-boue, on le retrouve par ici, la fameuse pièce noire. Et là, le Scénic part de l'autre côté, là-bas. Donc ensuite, je vois la personne en moto qui s'agrippe à la voiture et qui reste en fait vraiment agrippée tout à la voiture. Et il fait des embardées pour que mon frère lâche, parce que mon frère ne lâchait toujours pas. Le Scénic s'est mis en travers et là, il a pilé. Et là, le corps de mon frère, automatiquement, il a été éjecté. Et est tombé à la hauteur du poteau. Malheureusement, sa tête a heurté le poteau. Ensuite, je vois la personne par terre et je vois la voiture repartir à vive allure, grillant le feu rouge, tourner à gauche et s'en aller, quoi. Doubler toutes les voitures sans vraiment faire attention à personne. C'était quelque chose d'impressionnant, quoi. Quelques dizaines de mètres après le tournant, la Scénic est aperçue par deux témoins qui tentent en vain de la prendre en chasse. La Scénic poursuit sa route à toute vitesse sur le côté gauche de la chaussée. Un peu plus loin, devant le numéro 130 de l'avenue, une jeune femme remarque la voiture folle et son conducteur. Le témoin note la présence de jouets derrière le siège conducteur et de pare-soleil illustrés d'un personnage enfantin sur les vitres arrière. Elle se retrouve carrément sur le côté gauche. Et au lieu de tourner normalement comme là, comme il était à grande allure, c'était impossible de tourner. Il va tout droit et il prend le sens interdit pour aller au fond là-bas et récupérer la grande voie qui descend à la vieille église de Sartrouville. Et à partir de là, on perd sa trace. Nul en effet n'a pu dire quelle direction avait emprunté la Scénic et son mystérieux conducteur. À ce stade, plusieurs éléments semblent relier le fuyard à l'enlèvement d'Alissa. Le signalement du conducteur par les témoins correspond à la description sommaire du ravisseur par les fillettes de la rue de Tannes. On saura par Alissa que son agresseur disposait, dans son véhicule, de poupées Barbie et que les vitres arrière étaient protégées de pare-soleil ornées du personnage Titi. Tout à la joie d'avoir récupéré sa fille, Dominique Wassine n'a pas vu son mari passer devant l'immeuble. À cet instant, en effet, elle monte en voiture sur le parking situé à l'arrière du bâtiment pour se rendre au commissariat et y déposer plainte. On a pris la voiture pour aller au commissariat, pour prévenir aussi le commissariat qu'on avait retrouvé la petite. On a emprunté le boulevard de Besançon. Mon ami qui conduisait s'est trompé. Je lui ai dit « tu vas tout droit ». Et on était au feu, je vois une voiture de pompiers passer. Et elle a tourné sur la droite dans la rue de Chatou. Arrivée rue de Chatou, je vois la moto de mon mari. Donc pour moi, la moto était tombée, donc il y avait accident. Je suis descendue de la voiture, il y avait deux motards. Et ils n'ont jamais voulu que je l'approche.
Donc là, déjà, c'était terrible pour moi. Parce que je voulais savoir s'il parlait, si c'était grave. Je ne voulais pas partir du lieu. Et la patrouille de police est arrivée et m'a dit « Il faut aller au commissariat, on a besoin de vous pour avoir les renseignements sur votre époux, etc. » Donc j'y suis allée. Moi, quand j'arrive, il est ici. Moi, j'arrive ici, je me gare au bout, j'arrive ici. Au début, je ne vais pas vers le corps, parce que je vais vers la moto. Là, je vois à la moto que c'est vraiment sa moto. Et là, je reviens ici, et là, je vais vers le corps, et je le vois ici. Donc là, il y avait les pompiers. Là, la voiture de police a été là, avec la photo à l'intérieur qu'ils avaient pris, là, la photo. Et les pompiers, bon, ils s'occupaient de faire ce qu'ils pouvaient, mais bon, il était déjà inanimé. Il n'y avait rien à faire. Youssef Ouassine est transporté à l'hôpital André Mignot du Chesnay. Il y décède quelques minutes après son admission. Au commissariat de Sartrouville, les policiers sont débordés. Ils tentent à la fois de retrouver l'agresseur d'Alissa et de comprendre ce qui a pu se passer rue de Chatou. À l'accueil, Dominique Ouassine et son ami attendent avec la fillette. Jusque-là, Alissa n'a guère fourni de détails sur l'enlèvement dont elle a été victime. Alissa a demandé à aller aux toilettes. Et ma copine l'a emmenée aux toilettes. Et de là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu quelque chose, parce qu'Alissa a dit « Je ne peux pas faire pipi parce que ça me brûle, parce que le monsieur m'a touchée ». Donc on a averti l'inspecteur qui est venu, qui a ensuite pris l'audition d'Alissa. Ensuite, 2 inspecteurs sont arrivés et m'ont annoncé que mon mari était décédé. Donc là, ça a été très fort, très violent, parce que pour moi, c'était qu'un accident et qu'il allait s'en sortir, quoi. Me faire patienter des heures sans me dire quoi que ce soit et ensuite m'annoncer qu'il est décédé, pour moi, c'était trop fort. À 19h, l'enquête est confiée à la brigade criminelle de la PJ de Versailles. Les policiers sont plutôt optimistes. Les différents témoignages leur laissent espérer une arrestation relativement rapide. Youssef Ouassine avait 39 ans. Aujourd'hui, tout le quartier rend hommage à ce père de famille, propriétaire d'un bar tabac de Sartrouville. Uni dans le silence et la douleur, sa famille, ses amis se sont rassemblés pour une marche silencieuse en sa mémoire. Ils ont tous de la peine pour lui. Bien sûr que ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur en tout cas, parce qu'il est bien entouré là. Moi je dis qu'une chose, il faut retrouver le type qui a fait ça. Et que mon frère puisse reposer en paix. La mort de Youssef a créé une émotion considérable. 48 heures après le double drame, 1 millier de personnes défilent dans les rues de la ville. 3 jours plus tard, 400 personnes sont encore présentes au cimetière pour rendre un dernier hommage à Youssef. La première tâche des policiers est de procéder, avec une enquêtrice spécialisée, à l'audition détaillée de la petite Alissa. Le récit de la fillette apparaît cohérent et plutôt précis. Elle a été couchée au sol et la personne lui a mis une couverture dessus. Elle n'était pas sur les sièges. Donc il y avait des Barbies apparemment, il a dit qu'il allait jouer au docteur avec elle. Il y avait aussi des pare-soleils qui étaient sur les côtés. Et elle a décrit une maison avec une balançoire, c'est tout ce qu'on sait. Donc à savoir où c'était, on a essayé avec la police de refaire le chemin avec elle, de se stationner près de maisons où il y avait des balançoires. Elle n'a pas reconnu l'endroit. Pour y jouer parfois avec ses frères, Alissa connaît une maison avec balançoire. Elle se trouve à quelques centaines de mètres seulement de chez elle, rue de la Croix-Mallard, une rue particulièrement tranquille, mais pour le ravisseur, dangereusement proche de la rue de Tannes. Quel que soit l'endroit, la petite fille raconte qu'au prétexte de jouer au docteur, son agresseur l'a en partie déshabillée et a procédé à des attouchements, le tout sans jamais quitter le siège avant de sa voiture. Puis, il a ramené l'enfant au début de la rue de Tannes, devant l'école. Alissa m'a bien dit qu'elle était restée sur le trottoir, comme tous parents demandent à leurs enfants quand on marche. Reste bien sur le trottoir, ne va pas sur la route.
Et elle m'a dit, maman, je suis restée sur le trottoir, je n'ai pas été sur la route. Donc, pour moi, elle a été déposée au niveau de l'école qui fait l'angle de cette rue. À ce même endroit, une poignée de minutes plus tard, Youssef Ouassine s'accroche désespérément au scénic qu'il croise. Pourquoi? C'est la première grande inconnue du dossier. Sachant seulement qu'il devait chercher un monospace gris, pourquoi choisit-il précisément cette scénic? Il lâchait pas, mon frère. S'il lâchait pas, moi je connais bien mon frère, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Sinon, au bout de 2-3 mètres, il aurait vu que ça collait pas. Il aurait lâché. C'était pas un fou furieux ouais, voilà, une voiture grise, c'est la voiture qu'on nous a... on nous a dit que c'était une voiture grise, donc c'est bon, c'est lui qui a enlevé ma fille. Non, c'était pas ça. Il a vu quelque chose. Pour moi, il a vu quelque chose. Le gars, si c'était vraiment pas lui, il aurait pris peur. Il dit, c'est quoi ce gars qui me saute dessus? Ça serait arrêté. Au pire, il allait au commissariat et dire, voilà, il y a quelqu'un qui m'a agressé, on va dire même. Hein. Et là, non, rien. Le gars prend la fuite, il se sauve. Donc je suis sûr aujourd'hui que mon frère s'est pas trompé. Il a eu affaire à la bonne personne. C'est qui a enlevé et après ce qui s'est passé après. La seconde inconnue de l'affaire, c'est le comportement du conducteur de la scénic. D'abord parce que, de mémoire de policier, on n'a jamais vu un pédophile raccompagner à domicile sa victime. Ensuite et surtout, un troisième passage aux abords des lieux semble incompréhensible. Que le scénic soit venu une fois pour l'enlèvement, une seconde fois pour redéposer la petite, il part, ça on en est sûr, et il revient, et là il se passe l'accrochage. Pareil, pourquoi être revenu? Je sais pas, ça j'arrive pas à comprendre. Ça c'est les questions qui restent sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Il a pris beaucoup de risques. Il a eu de la chance, c'est sûr, jusqu'à aujourd'hui, mais il a pris beaucoup de risques. Pour tenter d'élucider ce mystère des 3 passages en une petite demi-heure, les policiers envisagent un moment la thèse d'une vengeance personnelle. Mais faute d'éléments allant dans ce sens, ils doivent y renoncer. Il y a une unité de lieu. Le seul élément, c'est ça. Une unité de lieu où on pourrait penser que ça, tout se rejoint. Mais, si vous voulez, on part sur ce postulat parce que c'est les seuls éléments qu'on a. C'est le seul élément qu'on a à notre possession. Et en recoupant tous ces éléments, on part sur un postulat que c'est cet homme-là. Et voilà, c'est ça le problème. Mais c'est le seul élément qu'on a, sinon il n'y a rien à faire. Et sur ce type de crime, c'est impossible de dire qu'il n'y a rien à faire. Donc mes collègues se sont raccrochés aux seuls éléments qui étaient en leur possession. Les policiers entament les recherches classiques dans ce type d'affaires. Ils vérifient en vain les emplois du temps des pédophiles connus de la région et diffusent un avis de recherche sur la scénic, dont 2 témoins pensent qu'elle pouvait être immatriculée dans les Yvelines. Une autre piste est explorée, celle des caméras. À l'époque, la ville de Sartrouville possède une caméra de surveillance implantée au centre-ville, près de la gare RER. Le dimanche 7 juillet, entre 13h30 et 15h30, 9 véhicules scéniques ont été filmés. Mais la piste ne mène nulle part, car la mauvaise qualité technique des photos empêche l'identification des plaques d'immatriculation. Le premier rebondissement intervient 3 jours après le drame. Un jeune magasinier du garage Renault de Rueil-Malmaison, une ville des Hauts-de-Seine proche de Sartrouville, se présente aux policiers. 24 heures après les faits, soit le lundi 8 juillet dans la matinée, il a vendu un pare-boue de scénic identique à celui retrouvé rue de Chatou après la mort de Youssef. L'employé a été alerté par la discrétion de son client qui n'a présenté ni carte grise ni pièce d'identité et qui a payé en liquide. L'homme a prétendu s'appeler Monsieur Robert et demeurer dans la rue même du garage. Les recherches policières prouvent bien vite qu'il s'agit d'un faux nom et d'une fausse adresse. La description de l'acheteur peut correspondre au signalement de Sartrouville. Le magasinier est alors prié de participer à l'élaboration d'un portrait robot. Les policiers pensent alors tenir la bonne piste et diffusent dans la presse, en septembre, le portrait robot du suspect numéro 1. Étonnamment, cette piste conduit assez rapidement à une nouvelle impasse. La diffusion ne suscite aucun témoignage crédible. Il n'y a rien de plus bateau que ce portrait-là. Hein. Grand, 45 ans, grisonnant, il y en a plein. Il donne une indication. Par contre, on n'a qu'une seule personne qui va nous décrire quelqu'un qui ne l'a pas marqué foncièrement. Quelqu'un qui va voir un crime qui se commet va être attiré par la personne qui commet ce crime, ou ce délit.
Là, on demande à quelqu'un de nous décrire une personne qu'il a vue, mais comme il en a vu 100. C'est très aléatoire, c'est très subjectif, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas arrivé à bien cerner le personnage. Les policiers se rabattent alors sur le seul élément matériel dont ils disposent, le pare-boue retrouvé au carrefour de la rue de Thann. Comme la plupart des pièces automobiles, ils possèdent toute une série de références chiffrées. Les policiers espèrent alors pouvoir ainsi remonter jusqu'à la mystérieuse Scénic. Voilà, ça c'est un pare-boue de Scénic. Tiens, 2 vis là, l'agrafe et une agrafe. C'est tout. Une fois enlevé ça, le pare-boue il tombe. Il y a des références Renault qui se trouvent ici. Ça, c'est l'année de fabrication. C'est tout ce qu'on peut voir. Le pare-boue, c'est ça. Il y a une vis là, une vis ici et l'agrafe. Comme tout est en plastique, le moindre choc, ça se détache. Il faut quand même un choc... il faut quand même un choc assez violent pour enlever les vis, quoi. Est-ce que ça fait un gros choc sur la carrosserie? Non, parce que c'est du plastique. Comme c'est du plastique, ça revient automatiquement. Si ça aurait été de la ferraille, ça écrase. Il y en a pour 2 minutes. 2 minutes, on le remet. Grâce aux indications figurant sur le pare-boue, les responsables de Renault parviennent à cerner le véhicule. Il s'agit d'un Scénic phase 2 fabriqué entre le 1er décembre 1999 et le 31 janvier 2001. Les ordinateurs du constructeur sortent le listing des immatriculations des véhicules concernés. 3332 pour la France entière, 144 pour les seules Yvelines. Durant tout l'été 2002, les policiers vérifient la quasi-totalité des Scénic des Yvelines. Chaque contrôle est double. Les policiers examinent l'origine du pare-boue et comparent le visage du propriétaire du véhicule au portrait robot. Aucune correspondance n'est relevée. Les recherches sont alors étendues au plan national. Tous les propriétaires de Scénic figurant sur le listing Renault sont convoqués. Là encore, aucun ne correspond. Qui nous dit que la voiture est restée en France? Qui nous dit que la voiture était localisée dans le département d'origine? Qui nous dit que la personne qui était certainement du département d'origine n'avait pas un véhicule immatriculé dans un autre département? Tout ça, on ne l'a pas. On recherche, la seule chose dont on est sûr dans cette affaire, c'est la marque du véhicule. Mais on n'est sûr ni de la couleur, ni de l'immatriculation. Chez Renault, je crois qu'ils ont une dizaine de grilles différents, dont des appellations où il n'y a même pas une grille. Nous, le seul espoir qu'il y avait, c'est vrai que c'était le pare-boue. La pièce qu'on a retrouvée suite au choc. Ça, c'était notre grand espoir. Et là, il s'effondre. Parce qu'ils ont fait toutes les voitures qui correspondent à cette pièce. Aucune ne correspond. Donc là, c'est un échec. Et c'est pour ça que je demande de faire les autres, moi. Où le pare-boue n'a rien à voir, mais refaire les autres, ça coûte quoi? Si, ça va coûter du temps. Moi, j'attends. Même s'il y a 1 an pour faire encore les voitures, j'attends. Le juge d'instruction refuse cette nouvelle demande au motif qu'elle ne ferait pas progresser les investigations. Fin 2003, l'enquête piétine toujours. Des dizaines de suspects ont été auditionnés. Certains ont même été présentés aux témoins, dont Alissa. Le tout en vain. La famille Wassine s'impatiente. Dès le soir du drame, la famille et les amis de Youssef avaient entamé leur propre enquête. L'annonce du décès, ça va être 19h par là. Après, on est parti dans Sartrouville, Houille. Jusque-là, pas trop loin, quand on ne savait pas trop où aller, en vérité, au début. Donc on a été à Houille, un petit peu à Argenteuil, Sartrouville. Les parkings souterrains, toutes les choses comme ça. Mais on n'a rien trouvé. Qu'est-ce que vous cherchez? La voiture surtout. La voiture, s'il n'avait pas de box, il la laissait dehors quelque part. Ou, vu qu'elle était accidentée, normalement, elle était accidentée côté gauche, conducteur. Donc on cherchait une voiture qui avait été choquée côté gauche et surtout qui n'avait pas de pare-boue. Et quand vous trouvez quelque chose, vous faites ce que vous faisiez? On appelait la PJ direct. Et on donnait le numéro d'IMAT pour voir si, pour qu'il fasse un contrôle. Quoi. Avec les amis, tout ça, on a fait l'affichage du portrait robot dans toute l'île de France. On l'a collé partout. Mais qui pouvait aller à la gare Saint-Lazare, à Roubaix, il y en avait partout. Au début, les relations avec policiers et magistrats étaient bonnes. Au fil des années, les rapports se sont tendus. Les échecs de l'enquête ont soudé encore un peu plus les membres de la famille Wassine et ont renforcé leur détermination. Les policiers au début, nous avaient reçus au début.
Mais bon, on nous avait promis d'ailleurs que ça allait aboutir fin 2002, on est fin 2007, il n'y a toujours rien. Parce qu'ils étaient confiants au départ. C'est vrai qu'avec toutes les pièces qu'on avait, les témoins, tout ça, ils étaient confiants. Ils disent bon, ça c'est bon, c'est une affaire qui va aboutir. En fin de compte, ça n'a pas abouti. Mais, je sais pas. Quand on entend les propos d'un juge qui dit au téléphone « Ah, c'est l'affaire qui ne va pas aboutir », pourquoi? Quelque chose qui le dérange dans l'affaire? Il ne peut pas se permettre de dire une chose pareille. C'est pas possible. Il nous voit comment? Comme des victimes ou... Apparemment non, on n'est pas vu comme victime. C'est pas normal. On vit tous avec une douleur et puis voilà. Même à ma frangine qui est à côté, je peux même pas lui dire des choses parce que j'y arrive pas. Si je vais parler avec elle, je vais avoir des larmes, donc on va pas avoir de conversation. En fin de compte, on va pleurer, on va se faire du mal. Alors on essaye de faire avec, quoi. Très tôt, les Wassines ont imaginé un moyen spectaculaire de ne pas laisser l'oubli s'installer. Ils organisent périodiquement des manifestations sur la voie publique. En octobre 2002, c'est là qu'a commencé la première marche de protestation. La première d'une longue série. Et là, on n'avait rien, pas d'éléments, pas de voiture, rien. L'enquête a commencé à piétiner, en fait. Alors, on bloquait les rues à Sartrouville, on bloquait le pont de Maison-Lafitte, mais on n'avait pas le choix. Pour se faire entendre, on n'avait pas le choix. Grâce à ce soutien populaire, Mohamed Wassine réussit à rencontrer un grand nombre de responsables politiques, dont Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. À chacun, il réclame que du temps et des moyens supplémentaires soient affectés à l'enquête policière. On a été très très haut. Même moi aujourd'hui, je suis étonné d'avoir même été aussi haut. Je ne pensais pas que j'allais même rencontrer Sarkozy ou autre. Hein. Et on a été très très haut. À force de volonté, de marche et de faire montrer qu'on est là, quoi. Si on n'avait pas fait de marche et on nous aurait dit comme on voulait qu'on fasse, rester chez nous et puis patienter, on va y arriver, mais patienter, il n'y aurait jamais rien eu. Jamais rien eu. Toutes nos marches avec du monde. C'est ça qui fait notre force. Mon frère, il était très connu dans Sartrouville et même en dehors de Sartrouville, parce qu'il tenait un café. Les gens l'estimaient, c'est ça qui est important, parce que ça aurait été une personne qui était méchante. Je ne pense pas que les gens seraient venus. Si les gens sont venus, c'est qu'ils se souviennent de ce que mon frère a fait pour eux. Et c'est pour ça qu'ils nous soutiennent. Et ils veulent autant que nous savoir la vérité. Après avoir travaillé dans la mécanique automobile, Youssef Wassine s'était reconverti dans la brasserie. En 1998, il avait acheté ce bar tabac de Sartrouville, les Platanes. Au départ, on avait un petit bar en gérance sur l'avenue, là. Je travaillais avec lui, il m'avait appris le boulot là-bas. Puis après, on avait repris cette affaire-là. On a toujours travaillé ensemble. Hein. Comme on était en famille, bon, voilà, on pouvait alterner. Il y avait moins de contraintes au niveau... On ne regardait pas la pendule quand on venait, quoi. Celui qui était là, on avait notre planning, mais bon, quand même, on n'était pas des rapaces, quoi. Il n'y avait pas de souci. Celui qui voulait faire la bringue ou qui voulait se reposer le lendemain, ben voilà, il n'y avait pas de problème. C'était quelqu'un de généreux, gentil, souriant toujours. Il était là toujours pour aider les gens. Ça m'arrivait des moments très difficiles. Dès qu'il ne me voyait pas, il passait un coup de fil, il envoyait quelqu'un parce que j'ai des problèmes de la santé, je restais chez moi. Et il venait me chercher, tout ça, il voulait pas. Il m'a encouragé toujours. Il m'a aidé pour remplir les papiers et tout ça. Youssef était quelqu'un de très bien, qui était bien dans sa tête et qui au contraire, s'il pouvait aider les autres, dans le sens, celui qui vient le voir en disant, ben voilà Youssef, est-ce que tu pourrais me dépanner ou autre, il le faisait avec bon cœur. Et il n'allait pas au-devant de la personne pour lui demander, bah tiens, toi tu me dois ça. Il laissait la personne venir à lui. La vie affective, même pour moi, elle est plus pareille, parce que d'avoir des enfants, je me pose des questions. Mon frère, il a eu des enfants, il les a pas vus grandir. Je me dis que moi, si j'en ai demain et qu'il m'arrive une récolte pareille, je vois pas mes enfants grandir, donc franchement, on se pose des questions. Youssef Wassine était l'aîné d'une famille de 7 enfants. Il avait 39 ans et était père de 4 enfants, dont Alissa, la petite dernière.
Un grand frère, un père. C'était le plus grand. On travaille aussi ensemble, donc on a créé des liens quand même. Et du jour au lendemain, il est parti. On ne voit plus les choses pareilles. C'est plus pareil. C'était un bon vivant. Et il manque un maillon quand même. On s'est séparés du bar où on travaillait en famille, alors qu'on l'aurait gardé s'il était encore là. On s'en est pas séparés de bon cœur, on s'en est séparés parce qu'on souffrait dans le travail. Au départ, on a essayé de tenir le coup, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais plus je travaillais là-dedans et plus ça me rendait dingue. Donc après, il valait mieux qu'on se sépare de ça et qu'on passe à autre chose. Là, depuis juin, on n'est plus là-bas. Je dis pas que je vais mieux, mais au moins, c'est un poids en moins pour tout le monde. En 2005, les multiples démarches des Wassine permettent de relancer une enquête au point mort. Apparaît une nouvelle piste qui trouve son origine à l'endroit même où les enfants Wassine ont grandi. La cité du Mont-Olivet, toujours à Sartrouville. Donc là, on arrive à l'endroit où on habitait. C'était là, au rez-de-chaussée, là où c'est fermé actuellement, là. Puis en fait, tout le monde, tous les gens qu'on connaît, ils habitaient là. Surtout dans cet immeuble-là, tout le monde se voyait les uns les autres. À l'époque, il n'y avait pas le grillage qui est actuellement là, tout le grillage. En fait, les deux cités étaient liées, même si c'est 2 cités différentes, elles étaient liées, il n'y avait pas de grillage. Donc on passait d'un côté à l'autre. On jouait au foot en bas dans le grand terrain qu'il y a là, et on passait d'un côté à l'autre. En fait, tout le monde se connaissait, c'était une grande famille. À la fin d'une manifestation, une jeune fille vient discrètement voir Mohamed. Son témoignage constitue un nouveau rebondissement. Elle raconte qu'elle a été régulièrement violée par un homme que la famille Wassine connaît bien. C'est vrai que le nom nous a dit quelque chose. Et quand on a parlé à des gens qui ont maintenant 40 ans comme nous, la quarantaine, tout de suite ça a tilté, quoi. Parce qu'ils ont dit oui, c'était notre voisin avant, tu te rappelles pas, on jouait avec, même News jouait avec et tout à l'époque. Donc c'est là le premier lien qui nous a mené à continuer l'enquête sur cet individu, sinon on aurait laissé tomber s'il n'y avait rien du tout. C'est ça, c'est l'endroit. Les Wassine reprennent espoir et décident de poursuivre une enquête parallèle. Car la mise en cause de ce personnage permettrait d'expliquer l'accrochage du carrefour et la mort de Youssef. La vision soudaine de cet homme qu'il connaissait aurait pu inciter Youssef à tenter de l'arrêter ce fameux dimanche 7 juillet. Nous, on persiste parce qu'il y a beaucoup de coïncidences. Donc il y a le fameux scénic qu'on recherche. Lui, il en possédait un. Mais le problème, il n'y a que peut-être ça qui ne colle pas parce qu'il l'a vendu, selon la logique de la cartographie, il l'a vendu 6 mois avant. Donc normalement, ça ne coïncide pas, uniquement ça, le scénic. Il a pu en louer un ou avoir un prêt. Vu l'achat de la pièce le lendemain, c'est possible. Il était à l'école avec Youssef, à l'école de Turgot, à Sartrouville. Le portrait robot, quand je le mets par rapport aux photos que moi j'ai du suspect, de fortes ressemblances. 1m80, assez athlétique, pareil, quoi. Et sa femme qui travaillait à Royer-Malmaison, à quoi une borne à peu près du garage où la pièce a été achetée, le lendemain matin. Et il est impliqué dans plusieurs affaires de pédophilie. Et il a déménagé le 13 août 2002. Déjà, le 13 août, ça se rapproche du 7 juillet 2002. Et il a déménagé 3 fois. Entre-temps, sur la plainte de la jeune fille qui s'était confiée à Mohamed, l'homme a été condamné à une lourde peine de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Entendu par les policiers de Versailles sur le drame de Sartrouville, il présente un alibi confirmé par sa femme. Le 7 juillet 2002, il était chez lui, préparant ses cartons pour un déménagement. La PJ considère que c'est une nouvelle impasse. Je demande à ce que cette fille soit entendue, puisqu'elle a peut-être des choses à dire et qui ferait le lien avec notre affaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette personne, le juge, notre juge à nous, pas pour les autres affaires, il ne veut pas l'entendre. Il dit que ça ne ramènera rien de plus à votre affaire et tout. Mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est des éléments assez importants. Un élément singulier obsède les Wassine. La jeune fille violée qui s'est confiée à eux a expliqué que son violeur l'attirait grâce à un carton rempli de poupées Barbie. Le même type de carton et les mêmes poupées dont disposait à Sartrouville l'agresseur d'Alissa. Si eux encore, ils avaient une piste sur la voiture, sur un suspect où ils disent oui, c'est peut-être lui, on n'a pas de problème, mais le problème, c'est qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien, c'est le néant complet. Une affaire de 5 ans d'enquête, il n'y a rien au bout. Alors que nous, on leur ramène ça, ils ne travaillent pas dessus. Encore, ils auraient eux, je dis bon, c'est normal, ils travaillent sur leur priorité à eux. Je laisse, et puis ça, on verra après. De toute façon, il est en prison, il ne sortira pas de toute manière, il n'est plus dehors. Mais là, même là-dessus, ils ne veulent pas travailler. Enfin, le juge, c'est le juge qui doit ordonner aux policiers. Et c'est ça que je ne comprends pas, moi. Ça leur coûte quoi? Ils ont rien, eux, de toute façon, ils n'ont même pas la bagnole.
Pour tenter de relancer l'enquête, Mohamed Wassine crée l'association Petit Youss avec les amis de son frère. Les membres se réunissent régulièrement dans un local associatif du quartier. Inlassablement, ils reviennent sur le déroulement du drame pour tenter de comprendre l'enchaînement des événements. Donc là, avec l'association Petit Youss, on va faire une réunion un bilan des 5 ans qui sont passés déjà depuis le 7 juillet 2002. Moi, je pense que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que malheureusement, c'est clair qu'au niveau de la PJ de Versailles, pour eux, c'est une affaire banale, comme d'autres, parce qu'ils en ont tellement. Mais le fait que tu les as harcelés, que tu les as relancés, X fois, que tu n'as pas lâché l'affaire et que nous, d'ailleurs, on t'a soutenu sur toutes les marches et tout ça, je pense que tu les as gênés quelque part. On les a vexés. Enfin, tout ce qui est enquêteur, police, tout ça. Il y a on une les a vexés anecdote. parce que le boulot a été fait avant que je puisse le faire. Il y a eu aussi Et une donc, anecdote, quelque part, c'est ils ont dit, que quand on tu va avais pas téléphoné à la PJ, il avait dit directement, et la famille aussi, elle commence à me faire chier. Quoi. Voilà, c'était un peu ça qui t'avait sorti. Le jour qu'il y a eu l'accident, ils ont bafouillé les flics en fait. Ils sont arrivés pour un petit accident, derrière il y a un meurtre, il y a pédophilie, il y a, tu sais, ils étaient... À mon avis, c'est la première chose qu'ils se sont dit, ça va dégénérer. Donc la priorité, c'était d'éteindre le feu. Voilà. Tu vois, à la base. Bah, le feu qu'il n'y avait pas. Parce que pour Non, les gens, il n'y avait rien. Voilà. Et ce jour-là, quand les pompiers sont arrivés, le SAMU est arrivé, tout ça. Et après, l'alerte a été donnée, il y avait des policiers qui venaient de partout et il y avait mon neveu qui voulait passer, le fils à mon frère. Et on ne l'a pas laissé passer. Donc il a forcé le passage, il s'est battu avec un motard, il a bousculé le motard. Ils ont pris Hassen, mon neveu, ils l'ont mis par terre et ils l'ont menotté. Ce jour-là, ils l'ont menotté, ils l'ont mis au sol. Moi, j'étais sur le motard, j'ai couru, je me suis mis sur le motard, je gueulais tu le lâches, parce que je lui ai fait comprendre que c'est son fils qui vient voir son père. Et c'est vrai que ça a duré un bout de temps. Et là, les flics en civil sont arrivés, ils nous ont encerclés avec les bombes lacrymogènes et les matraques. Ils avaient peur de l'émeute ce jour-là. Tous les gens commençaient à monter du café, il y avait beaucoup de monde après. Et on ne pouvait plus sortir de rue de Château. Et j'ai l'impression que c'est nous qui étaient encerclés. Et j'ai même été voir le policier qui était là, en uniforme avec ses matraques et tout. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? C'est le Sénic qu'il faut chercher, vous faites quoi ici? C'est pas ici qu'il faut le trouver, le Sénic. Là, il me dit, vous inquiétez pas, on cherche. Mais ils n'ont pas bougé, ils sont restés sur place. 5 ans de démarches, de recherches et de manifestations n'ont pas entamé la résolution des Wassine à connaître la vérité. Les impasses successives de l'enquête n'ont jamais découragé Mohamed, qui est à la fois l'inspirateur et l'âme de ce mouvement de solidarité hors norme. Tout au long de la procédure, maître Morad Falek, l'avocat des Wassine, a multiplié les demandes d'actes judiciaires sans être toujours entendu. En cet automne 2007, il se rend chez les Wassine pour leur expliquer le sens et la portée de la décision du juge de clore l'instruction. Une décision ressentie par la famille comme un nouveau camouflet. C'est une phase procédurale qui est douloureuse, qui peut être difficile, ça on le comprend, mais ce qui est également important, c'est ça ne s'arrête pas avec la décision d'un juge qui arrête de travailler, qui décide d'arrêter de travailler, qu'il n'y a plus rien à faire, que tout a été fait et qu'en l'état actuel des éléments du dossier, on ne pourra pas aller plus loin. Voilà, ça c'est vraiment fondamental, c'est ça qui est très très important. Maintenant, ça va dépendre également, et ça c'est la prochaine étape, des réquisitions du parquet et, par voie de conséquence, de l'ordonnance que rendra le juge, très vraisemblablement, puisqu'on n'a pas d'auteur, une ordonnance de non-lieu. Mais ce qui est très important, c'est la motivation de ce non-lieu. C'est ça qui pose débat. Et c'est sur ce point-là que nous discuterons éventuellement avec les autorités judiciaires. Oui, il va falloir qu'ils aient des bases solides. Alors ce qu'ils devaient faire, ils ont échoué. Et puis ils viennent de nous faire la morale à nous. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est pas moi qu'il faut la faire la morale. Moi, je suis là, je demande des comptes, c'est normal. Un bilan au bout de 5 ans, c'est normal. Une première alerte était survenue fin 2005. La justice envisageait déjà de clore l'instruction par un non-lieu, faute d'éléments d'enquête probants. Mais cette fois, le juge a enclenché la procédure et n'attend plus que les conclusions du parquet pour fermer le dossier. Les Wassine ne sont pas des excités, ils n'ont rien à gagner dans cette histoire. Ça fait 5 ans qu'ils ne demandent qu'une chose, permettez-nous de faire complètement notre deuil. Parce que je n'oublie quand même pas qu'il y a cette petite fille qui aujourd'hui a grandi, que monsieur Wassine, qui est décédé, a laissé des enfants,
qui sont également en droit d'attendre des réponses. Ça n'a rien d'extraordinaire. Fin 2007, le dernier coup de théâtre vient du procureur de la République de Versailles chargé des poursuites. Dans son réquisitoire adressé au juge d'instruction, le parquet vient ruiner tous les espoirs de la famille Wassine en analysant la cascade d'événements du 7 juillet 2002 comme autant de coïncidences malheureuses. Le magistrat en charge du dossier remet en cause la réalité même de l'enlèvement au motif qu'aucune des 2 fillettes témoins de la scène n'a directement vu Alissa monter dans la voiture du ravisseur. Il suppose alors que si la petite fille a bien parlé avec un monsieur, elle a ensuite pu se perdre, faire le tour du pâté de maison et réapparaître une demi-heure plus tard, souriante et sur le même trottoir. L'enfant va donner des détails tout de suite très importants d'objets qu'elle va trouver dans le véhicule, d'une mise en scène que va lui faire jouer le conducteur, qui va la monter dans ce véhicule. Ça, il va falloir que le parquet m'apporte des réponses à ces éléments-là. Il ne suffira pas que l'on me dise « c'est une jeune enfant, vous savez bien, ça raconte souvent des histoires ». La remise en cause de l'enlèvement de la fillette permet au parquet de soutenir que la mort de Youssef n'est que le résultat d'un accident entre un père fou d'inquiétude qui s'accroche à la première voiture grise qu'il rencontre et le conducteur d'un Scénic persuadé d'être l'objet d'une agression. Dès lors, le parquet considère qu'il n'y a plus lieu de rechercher ce conducteur, dont le seul tort aurait été de se défendre et de disparaître. Quant au 3e épisode, l'achat du pare-boue à Rueil, le ministère public l'écarte également, au motif qu'il s'agit soit de la démarche du conducteur de la Scénic, soit d'une nouvelle coïncidence dans une affaire qui, décidément, n'en manquerait pas. La thèse du parquet présente au moins un avantage, celui de résoudre le mystère des 3 passages du ravisseur aux abords de la rue de Thann. Si cet épisode est inexplicable, c'est, tout simplement selon le parquet, parce qu'il n'a jamais eu lieu. Moi, il ne m'apparaît pas extraordinaire que ce type d'individu fasse 1, 2, 3, 4, 5 passages. Ça n'est absolument pas extraordinaire. Il n'y a pas de raisonnement mathématique et cartésien dans ce type de comportement chez ces individus-là. Qu'on se pose la question, on a raison de le faire. Mais qu'on y apporte une réponse aussi simpliste que de dire « ça tient pas la route, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça, c'est pas dans le schéma habituel, donc ça n'a pas existé ». Non, ça c'est très honnêtement inacceptable. La position des Wassine et celle des magistrats sont désormais clairement irréconciliables. La justice estime que la réalité de l'agression de la petite fille n'est pas démontrée. Les Wassine sont convaincus que l'agresseur d'Alissa et le conducteur de la Scénic sont une seule et même personne. Vu les circonstances de l'affaire, vu le côté sordide de l'affaire, vu la mort du père sur cette affaire, aucun de mes collègues ne considère que l'affaire est classée. Aucun, c'est impossible. Il y a eu des ratés. Moi, je suis sûr, déjà vu que le rapport d'enquête, j'ai pas tout, mais je lis, déjà, je vois des trucs qui ont été faits illogiquement. Il y a eu des ratés, puis après, ça a été un chaînon de ratés, en fait. Et comme en plus, après, ça a changé de juge, l'enquête de police, les enquêteurs, le groupe d'enquête, c'est pareil, ça a changé de main 3 fois. 3 fois chaque groupe différent. Donc, aller après savoir ce que l'autre a fait, ce que l'autre n'a pas fait, revenir en arrière. Une enquête, elle en chasse l'autre, donc le dossier à nous, il commençait à descendre de cran. Nous, on s'est retrouvés, plus rien, malgré qu'ils disaient qu'ils travaillaient dessus, il n'y avait plus grand-chose. Et au fur et à mesure, il y en avait de moins en moins. Ce qu'on a manqué sur cette affaire, et ce qui fait une grosse partie de toute enquête de police judiciaire réussie, c'est qu'on a eu... c'est la chance. Alors, c'est pas que la chance, c'est important, mais quand on a en plus le petit coup de la chance, c'est pas mal. On aurait eu d'autres éléments, d'autres précisions pour arriver à le résoudre, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Même si l'instruction devait s'arrêter, un mince espoir existe encore pour les Wassine. Le moindre fait nouveau suffirait en effet à faire redémarrer l'enquête. Très souvent, on a vu arriver un élément de la part d'un enquêteur. Un enquêteur qui a eu à connaître d'une affaire pendant des années, qui a travaillé dans ce dossier. Les enquêteurs ont travaillé, ça se sent, ça se lit dans le dossier, et puis qui un jour tombe sur, dans le cadre d'une autre affaire, d'une autre enquête, tombe sur un élément qui
lui permet de faire le rapprochement. On a vu plusieurs affaires repartir comme ça. Et puis, il y a d'autres éléments qui peuvent... un témoignage. Un témoignage peut un jour arriver, on l'a vu également. La famille peut se voir destinataire d'informations qui permettraient également, et dans toutes ces conditions, bien évidemment, nous saisirions à nouveau immédiatement la justice pour relancer ce dossier. Plus de 5 ans après sa disparition, nul ne sait pourquoi Youssef Ouassine est mort. Ses proches devront encore vivre avec cette incertitude. De toute façon, mon avis, la vérité, un jour il va sortir, ça c'est obligé. Hein. La vérité, il sort toujours, mais les années ils passent, c'est ça le problème. La vérité, au moins, il va soulager beaucoup de gens. Il faut savoir ce qui s'est passé. C'est plus qu'indispensable, c'est vital. Après, on pourra sûrement passer à autre chose. Rien que d'aller lui raconter sur sa tombe, tiens, ça, on a du nouveau, ça s'est passé comme ça, parce que pour nous, quand on y va, on discute. Il a eu une mort subite, quoi. Donc après, on ira lui expliquer ce qu'on nous a raconté, et si un jour on le sait. Ça a brisé des rêves, ça a brisé beaucoup de choses. Ça a brisé mes enfants et ça a brisé une famille complète.